Cette fois-ci, dans ce dossier, on va mixer mes deux passions, l'imagerie cardiaque et vasculaire, mais également l'imagerie thoracique. Il s'agit d'un patient d'environ 70 ans. On va dire les facteurs de risque assez standards. Il est tabagique, actif, il présente une dyslipidémie et il a eu un épisode de douleur thoracique très atypique. Un seul épisode. Consultation chez le cardiologue qui était rassurante, avec un bilan cardiologique de repos qui comprenait un examen clinique, auscultation, ECG, échographie de repos, qui ne retrouvait rien d'anormal. Cependant, au vu des facteurs de risque, homme, 70 ans, tabac, cholestérol, eh bien, un coroscanner est demandé de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de sténose au niveau des artères coronaires. Vous savez, c'est un grand classique sur la chaîne. Ce coroscanner, je ne vous spoil pas le cas, mais si quand même un petit peu, et bien finalement il montrera que le souci n'est peut-être pas au niveau des artères coronaires, mais un peu à côté, et qu'un suivi des choses est parfois très utile. Vous allez voir, c'est un dossier vraiment super intéressant. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Si jamais vous êtes nouveau ou si vous débarquez par hasard, eh bien, je présente des cas cliniques d'imagerie. Alors, dans mon domaine de spécialité d'expertise, l'imagerie cardiovasculaire, cœur, vaisseau et l'imagerie thoracique, les poumons, mais aussi sur d'autres pathologies, avec toujours une petite préférence pour les situations d'urgence. L'idée, c'est de montrer eh bien, le rôle central de l'imagerie moderne dans la médecine. J'espère que ça vous plaît. Allez, on continue. Voilà, nous avons ici le coroscanner reconstruit en 3D, une volume rendering. Vous avez ici le sternum, un petit bout des côtes à gauche, un petit bout des côtes à droite. Ce qui est génial avec le scanner, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc vous voyez, on peut tout à fait segmenter et effacer tout ce qui est pariétal, osseux et qui ne nous intéresse pas, pour venir là ici faire ressortir le cœur du patient et essayer de mettre en évidence les artères coronaires. Vous voyez, vous avez par ici le ventricule gauche qui va pomper dans la aorte que vous voyez ici. Vous avez la valve aortique ici et vous avez d'un côté l'artère coronaire droite, de l'autre côté ces ramifications qui correspondent à l'artère coronaire gauche. Vous avez dessus des dépôts ici notamment, ici également, qui correspondent à des plaques de calcification. Donc, c'est des plaques d'athérome qui sont visibles. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus petites et un peu moins identifiables sur les reconstructions 3D. Mais vous voyez qu'il y a donc des dépôts, effectivement, le patient a l'athérome, ce qui, au vu de ses facteurs de risque, n'est pas une surprise. Il avait un score calcique aux environs de 400-450, ce qui, pour son âge, reste dans une moyenne globalement acceptable. Il n'est pas démesuré par rapport à son âge et par rapport à, on va dire, le tout venant des ABAC classiques de l'étude MESA. Donc là, ici, visuellement, on a de l'athérome. Visuellement, on a plutôt l'impression que l'athérome est non sténosant. Et évidemment, pour savoir si l'athérome est sténosant ou pas, on va regarder les coupes axiales et les reconstructions curvilines. Vous avez ici le tronc commun qui va se diviser en une IVA, une artère circonflexe. Vous voyez que l'IVA va donner une très belle diagonale, une seconde très belle diagonale, puis après ici une IVA moyenne et distale. Vous voyez que sur l'IVA proximale, vous avez pas mal de plaques, mais que ces plaques, si je zoome à fond, ne viennent pas gêner le passage du sang ici. Donc vous avez des plaques avec une portion calcique, là ici des portions non calciques, et des sténoses qui sont non significatives. Là ici on est sur du 25 à 30% environ. Vous voyez quelques autres plaques un petit peu plus marquées par ici. Vous avez des petites plaques là ici sur les branches diagonales, mais il n'y a pas de sténose significative. Vous voyez là ici qu'au niveau de l'IVA, l'artère plonge et ne présente plus un trajet épicardique, mais un trajet intramyocardique à ce niveau-là. Ce qui explique d'ailleurs qu'à un moment, il y a un artefact cinétique, qu'on a un petit peu de mal à la voir. Et puis après, vous le voyez, elle va ressortir pour reprendre par ici, assez loin, un trajet épicardique classique. Vous avez le myocarde qu'on devine ici. Là, ici, l'artère fait un demi ou un tiers de millimètre. Elle est extrêmement petite et difficile à visualiser. Les branches diagonales sont perméables malgré la présence de plaques mixtes. Là, ici, vous avez la branche circonflexe qui est également perméable malgré la présence de quelques plaques et de petits artefacts cinétiques. Elle est non dominante et vous voyez qu'elle va s'épuiser assez rapidement.
Et de l'autre côté ici, nous avons la coronaire droite qui est dominante, qui est d'excellent calibre, qui présente elle aussi des calcifications assez significatives, mais vous le voyez, ces calcifications ne viennent pas gêner la façon dont circule le sang. On peut tout à fait aller un petit peu plus loin dans l'analyse, avec, on les a déjà vus plusieurs fois sur la chaîne, ces fameuses reconstructions curvilignes qui nous permettent de dérouler le vaisseau depuis le début jusqu'à la terminaison et de visualiser en tournant autour de la ligne centrale du vaisseau, et bien de visualiser la lumière et la paroi. Vous le voyez par exemple ici, on a des plaques qui sont présentes. Ces plaques ne viennent pas gêner la paroi qui reste tout à fait présente. Donc il n'y a pas de sténose supérieure à 50%. On a de l'athérome, le patient est athéromateux. Cet athérome, il est d'abondance entre guillemets attendue / habituelle pour son âge. Donc finalement, par rapport à ces facteurs de risque, tant mieux, il ne pète pas le risque de plaques. Donc il reste dans, on va dire, une quantité de plaques qui est non anormale. Et surtout, il n'y a pas de sténose, ce qui permet d'écarter la cause coronaire à l'épisode de douleur thoracique qu'il a eu. Donc jusqu'ici, tout le monde est content. Vous allez me dire... Michael, là, tu nous fais maintenant des cas qui sont trop simples. Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Sinon, comment c'est possible, là? C'est pas bon, là. Donc, rappelez-vous que quand on fait un coroscanner, on est obligé de regarder la totalité de l'examen. Et oui, on est radiologue, donc on regarde évidemment la question posée, les coronaires, mais on regarde aussi la totalité de l'examen. C'est là où ça va devenir extrêmement subtil et extrêmement intéressant, puisque quand on regarde, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les vaisseaux, on va regarder la valve, on va regarder le ventricule, on va regarder le myocarde, on va regarder le péricarde, on va voir s'il y a des adénopathies, on va voir s'il y a des lésions au niveau pariétal et des lésions au niveau thoracique. Vous voyez que le patient a un athérome de l'aorte descendante qui est assez marqué, et si l'on regarde au niveau du parenchyme pulmonaire, eh bien on voit des petites lésions d'emphysème, vous le voyez par exemple par ici, donc qui sont assez modestes sur les coups. Vous avez une petite bulle là ici, et en dehors de ces lésions d'emphysème et d'un épaississement diffus des pores bronchiques en rapport avec la bronchite chronique, là comme ça on voit rien de spécial. Sauf que, ne jamais oublier, là ici nous sommes en reconstruction petit champ centré sur le cœur. Les manipulatrices ont l'habitude, et l'excellente habitude, de faire des reconstructions au minimum une en grand champ, donc en élargissant la boîte de reconstruction, de manière à obtenir une visualisation du parenchyme pulmonaire en regard du cœur. Ça nous donne ceci. Vous le voyez, par rapport à l'examen d'avant qui était centré sur le cœur, cet examen là ici, ces séquences, ces reconstructions, ces images sont élargies de manière à visualiser la totalité des poumons, avec ici le poumon gauche et ici le poumon droit. Et donc, quand on regarde au niveau de ces images, qu'est-ce que l'on voit qui était invisible sur les images antérieures? Vous le voyez, vous avez ici un nodule ou un pseudo-nodule, donc une image dense, du verre dépoli plus ou moins dense, des contours un peu irréguliers, de situation postérieure lobaire inférieur gauche, voire même à l'apex du lobe inférieur gauche, vous le voyez là ici, donc c'est plutôt du verre dépoli plus ou moins dense. Si l'on change le fenêtrage pour passer à un fenêtrage tissu mou, on a quand même l'impression qu'il persiste des petites anomalies à l'intérieur. On se demande si c'est un vaisseau ou pas. Difficile à dire si c'est un nodule en verre dépoli pur ou pas, mais en tout cas, on est sur une image pseudo-nodulaire de taille centimétrique, à l'apex du lobe inférieur gauche, avec éventuellement une portion dense à l'intérieur. Chez un patient fumeur, il s'agit d'une image qui ne fait pas sa preuve, ce n'est pas quelque chose qui est assurément bénin. Là, ici, il est tout à fait possible que ce soit quelque chose de purement infectieux. Et donc, ce qu'on va recommander face à la découverte de cette image pulmonaire anormale qui ne fait pas sa preuve chez un patient tabagique actif, on va lui demander un contrôle par scanner thoracique dans 3 mois. Voici ce scanner réalisé à 3 mois qui montre, alors il est d'un peu meilleure qualité puisque c'était un vrai scanner thoracique réalisé dans une belle inspiration profonde où il n'y avait pas les électrodes, le natispray, etc. Donc on a quand même une qualité pour le parenchyme avec des meilleures conditions que sur un vrai scanner
cardiaque que sur un coroscanner. Et donc, vous le voyez, vous avez cette image, je vais vous zoomer dessus, qui reste isolée. C'est la seule anomalie qui est présente, qui est globalement en vert dépoli, plus ou moins dense, des contours un peu irréguliers, et qui, quand on la compare par rapport au scanner antérieur, n'a pas bougé en termes de taille. Donc on se retrouve avec la persistance de cette anomalie parenchymateuse pseudonodulaire de taille centimétrique. Voilà, du coup, on n'est pas complètement rassuré, parce qu'on aurait bien aimé que ça disparaisse, ce qui aurait permis d'affirmer qu'il s'agissait d'une lésion infectieuse. D'un autre côté, on n'est pas non plus particulièrement inquiet, puisqu'il n'y a pas eu d'évolutivité significative en 3 mois, on a une parfaite stabilité, et donc on recommande la poursuite de la surveillance, avec un nouveau scanner de contrôle, cette fois-ci dans 1 an. 9 mois, 1 an selon les recommandations. Le patient revient 1 an après et voici le scanner 1 an plus tard où là on a clairement une modification qui est franche et nette puisque vous avez ici cette zone qui s'est majorée en taille avec des contours qui sont mieux définis et surtout plus étendus et vous avez une densification claire de la portion supérieure de la zone avec là ici des contours qui sont nets et même peut-être un petit caractère rétractile puisqu'on a l'impression que les bronchectasies commencent à apparaître et que les contours sont un petit peu plus flous. La lésion reste toujours isolée unique, on n'a pas d'adénopathie, on n'a pas de ganglion, mais on a clairement une modification franche de la lésion. Vous voyez, quand on regarde ici, eh bien, clairement, c'est plus gros, c'est plus dense. Sur 1 an, il y a clairement eu une évolutivité qui est indiscutable. Donc, on se retrouve face à une lésion nodulaire ou pseudonodulaire pulmonaire qui évolue de manière significative à 1 an avec une majoration en taille, une densification sur une lésion qui initialement était plutôt en vert dépoli, plus ou moins portion solide. Là, ici, la portion solide devient claire, franche, importante. Cette évolutivité, cette persistance, cette évolutivité, elle nous fait complètement basculer en termes d'étiologie, puisque là, ça devient hautement suspect pour une lésion néoplasique invasive. Et donc, du coup, le patient est envoyé pour avis en chirurgie thoracique. Il a un bilan complet, PET scanner, IRM cérébral, qui montre qu'il n'y a que cette anomalie, qu'il n'y a pas de lésion ailleurs, et il a une chirurgie exérèse d'emblée. Il n'est pas décidé de faire une biopsie avant. On considère que vu la lésion, il est tout à fait licite et faisable de réaliser une chirurgie d'exérèse, biopsie exérèse en un temps avec extemporanée. La chirurgie va confirmer le diagnostic d'adénocarcinome localisé. Il n'y a aucune invasion ganglionnaire. C'est un stade T1 ou T2 N0, M0. Et il est décidé uniquement une surveillance. Il n'y a pas de complément par chimiothérapie ou par radiothérapie. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu. Qu'est-ce qu'on a vu là-dessus? C'est quand même un dossier très intéressant, puisqu'on a vu que sur l'analyse d'un coroscanner, il ne faut surtout pas, rappelons-le, on est radiologue, il ne faut surtout pas se limiter à l'analyse des artères coronaires. Vous allez me dire, c'est la question, on répond à la question. Non, évidemment, on analyse l'ensemble du dossier, l'ensemble d'examens et surtout la totalité des séquences. Alors, je vous montre à chaque fois que quelques images, mais il faut savoir qu'un coroscanner avec le score calcique, les différentes phases, les reconstructions parenchymateuses, c'est en moyenne entre 8000 et 10 000 images à analyser. Voilà, on ne peut pas passer non plus 3 heures sur chaque examen pour regarder chaque image avec finesse et avec délicatesse, mais on est formé, on a l'habitude pour aller vite et pour pouvoir identifier les choses anormales. Et là, clairement, vous le voyez, l'intérêt, ça a été d'avoir ces reconstructions grand champ sur le parenchyme pulmonaire, de manière à pouvoir mettre en évidence cette anomalie parenchymateuse pulmonaire. L'intérêt, c'est la discussion du management de ces anomalies parenchymateuses pulmonaires, clairement chez un patient tabagique et tabagique actif. On doit prendre tout cela avec beaucoup de précautions et avec beaucoup d'attention. Et là, ici, devant une image qui ne fait pas sa preuve, en vert dépoli plus ou moins dense, clairement,
La stratégie, c'est d'abord de confirmer la persistance avec un scanner relativement précoce. C'est le premier contrôle qu'on a fait à 3 mois, qui nous montrait qu'effectivement, c'était toujours présent. Donc ça veut dire que ça n'a pas disparu, que ce n'était pas bénin, et qu'il faut continuer à surveiller. Le suivi ultérieur nous a montré une évolutivité. Dans ces cas-là, on passait clairement d'une attitude attentiste à une attitude où la suspicion était élevée. Si jamais le suivi à 1 an avait montré une parfaite stabilité, on aurait continué à suivre la lésion, puisque les lésions en verre dépoli peuvent, ou en verre dépoli plus ou moins lésions mixtes, avec une portion solide, peuvent tout à fait évoluer extrêmement lentement vers des lésions invasives sur parfois 3, 4, 5 ans. Donc si le scanner de contrôle à 1 an avait été superposable, eh bien on aurait refait un contrôle dans 1 an, et si 1 an après c'est superposable, eh bien on aurait refait un contrôle 2 ans après, et on considère qu'il aurait fallu là au minimum sur ce type de lésion un peu mixte, au moins 3, 4, 5 ans de stabilité avant de se dire que finalement c'est probablement rien et qu'on peut arrêter. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, ce dossier vous aura plu. Toujours un plaisir de vous le présenter. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!